Bonsoir et bienvenue dans cette édition de votre journal de 22h dont tels sont les principaux titres. Le chef de l'État Ismaël Marguerite a présidé ce matin la 5e séance du Conseil des ministres où 17 questions étaient inscrites à l'ordre du jour. Également dans l'actualité, l'Union européenne et la Turquie autour d'une table mais pas d'avancée concrète. C'était les sommaires, bienvenue à tous. Sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement, s'est tenue ce matin la 5e séance du Conseil des ministres où 17 questions étaient inscrites à l'ordre du jour. La première question concerne un projet de loi portant ratification de l'accord cadre portant création de l'Alliance solaire internationale. La deuxième question est relative à un projet de décret portant nomination des conseillers techniques. La troisième question concerne un projet de décret portant adoption des statuts constitutifs de la Société djiboutienne de chemin de fer. La quatrième question concerne un plan de décret d'application de la loi relative au partenariat public-privé. La cinquième question est relative à un projet de décret portant mise en place des procédures de passation d'un partenariat public-privé. La sixième question est relative à un projet de décret relatif au partenariat public-privé et portant organisation et fonctionnement de la direction des partenariats public-privés. La septième question est relative à un projet de loi portant financement du projet de route pour l'accès au port de Tadjoura. La huitième question concerne également un projet de loi portant ratification de la convention de prêt conclue entre la République de Djibouti et la Banque Exim de Chine pour les projets transfrontaliers d'adduction d'eau phase 2. Écoutons pour plus de précision le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, également porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Marguerite, s'est tenue la 5e séance du Conseil des ministres en ce mardi 27 mars 2018. Il est inscrit à l'ordre du jour 17 questions. La première question concerne un projet de loi portant ratification de l'accord cadre portant création de l'Alliance solaire internationale. Cet accord vise à apporter une réponse collective aux principaux obstacles communs à un déploiement d'énergie solaire à l'échelle des besoins des États membres. La structure de l'accord repose sur des programmes décomposés en série d'actions, de projets et d'activités menées par les États membres et le secrétariat. Les programmes reposent sur les critères suivants, les objectifs simples, quantifiables et mobilisateurs. Les États membres formulent des propositions par le biais des points focaux nationaux. L'ensemble des programmes et des activités sont répertoriés dans un plan de travail annuel visant à assurer la cohérence et la visibilité des objectifs de l'Alliance solaire internationale. La deuxième question est relative à un projet de décret portant nomination des conseillers techniques. M. Abdi Ahmed Nour, du corps de l'éducation nationale, est nommé conseiller technique du Premier ministre. La troisième question concerne un projet de décret portant adoption des statuts constitutifs de la Société djiboutienne des chemins de fer. Ce décret a pour objet l'adoption des statuts de la SDCF, dont l'actionnaire unique est l'État. De transférer le patrimoine de l'entreprise publique SDCF à la société anonyme SDCF, de préciser le régime qui s'applique au domaine public de la SDCF et enfin de permettre l'ouverture du capital social de la SDCF SA à des opérateurs publics et privés. La quatrième question concerne un projet de décret d'application de la loi relative au partenariat public et privé, mise en place de la Commission de régulation des partenariats publics privés. Ce projet de décret définit l'organisation et le fonctionnement de la Commission de régulation des partenariats publics privés, autorité administrative indépendante placée auprès de la présidence de la République. Créée par l'article 10 de la loi numéro 186 en 2017, 7e législature, relative au partenariat public et privé. Cette commission se voit attribuer différentes missions, celle de gérer les contestations relatives à la passation des marchés dans le cadre du partenariat public-privé, d'intervenir en tant qu'organisation de conciliation dans le cadre des litiges contractuels, et ce projet de décret donc décrit de manière précise les modalités de saisine de la commission et des modalités de traitement des dossiers par cette dernière. La cinquième question est relative à un projet de décret portant mise en place des procédures de passation des marchés dans le cadre du partenariat public-privé. Le cycle d'un projet PPP comprend plusieurs étapes. L'identification d'un projet susceptible de faire l'objet donc d'un partenariat public-privé,
la réalisation des études préalables afin de démontrer que le recours à un PPP constitue bien la meilleure solution pour la mise en œuvre du projet. Le lancement de la procédure de passation et de mise en concurrence sous réserve de la mise en œuvre d'une procédure négociée dans les conditions prévues par la loi. Exécution du partenariat public-privé. La sixième question est relative à un projet de décret relatif au partenariat public-privé portant organisation et fonctionnement de la direction des partenariats public-privés. L'objet de ce décret est justement de décrire précisément l'organisation et le fonctionnement de l'organisme expert en charge de l'évaluation de la structuration juridique et financière des projets partenariats public-privé. Cet organisme expert, constitué sous forme de direction générale du ministère de l'économie et des finances, prend le nom de Direction générale partenariat public-privé. La septième question est relative à un projet de loi portant financement du projet de la route, du tronçon du projet de la route Tajoura-Balho et qui lie le port au PK9. La République de Djibouti et le Fonds de l'OPEC pour le développement international ont signé le 13 février 2018 un prêt de l'ordre de 2 481 095 000 francs destiné à financer ce tronçon de 9 km. Les conditions du prêt sont concessionnelles au taux d'intérêt de 1,75% par an et la période de maturité est de 30 ans, dont une période de grâce de 5 ans avec une charge annuelle de 1%. La huitième question concerne un projet de loi portant ratification de la convention de prêt conclue entre la République de Djibouti et la Banque Exim de Chine pour le projet transfrontalier d'adduction 2 dans sa phase 2. La République de Djibouti a conclu donc avec l'Exim China un accord de financement d'un montant de 8 460 208 609 francs Djibouti. Ce financement additionnel aura vocation à couvrir le montant total du contrat passé entre l'ONEAD et l'entreprise chinoise CGCOC. Ainsi, la seconde phase du projet d'adduction d'eau consiste à fournir et à installer l'alimentation externe en électricité de tous les sites concernés, mais également installer des tuyaux de distribution supplémentaires dans les zones de Nagad et de Doralé. Enfin, le projet verra la construction de 6 unités de 2000 m3 de réservoirs supplémentaires ainsi que la construction des bâtiments auxiliaires. La neuvième question est relative à un projet de décret portant réglementation des formalités de création d'entreprises. Dans le contexte de mutation rapide et profonde de l'environnement économique mondial, la République de Djibouti a fait de l'amélioration de son climat des affaires un choix stratégique, visant à bâtir une économie solide capable de faire face aux défis de la productivité et de la compétitivité internationale. La compétitivité de notre pays, tant sur le plan régional qu'international, ainsi que nos perspectives de transformation économique, reposent essentiellement sur notre capacité à alléger de façon drastique les lourdeurs des procédures administratives et à nous défaire des inefficacités réglementaires qui sont autant de freins à la création d'entreprises et donc à la croissance. La mise en place donc d'un guichet unique s'insère dans ce cadre de réformes destinées à la facilitation des réformes relatives à la création d'entreprises et à l'immatriculation fiscale et sociale ainsi qu'aux services usuels et autres procédures. Il fait partie des dispositifs essentiels mis en place par le gouvernement en vue de rendre plus opérationnel le programme de promotion du secteur privé. Dans la seconde partie de l'allocution du porte-parole du gouvernement, donc il a parlé d'un projet de décret portant nomination de personnel du ministère de la Santé. Je vous propose de suivre donc le ministre des Affaires étrangères, également porte-parole du gouvernement. La dixième question concerne un projet de décret portant organisation et fonctionnement de la Commission nationale de la conciliation fiscale. Le présent projet de décret vise la mise en place de cette commission qui répond aux engagements du ministère du Budget définis par l'article 3 de la Convention de partenariat signée avec la Chambre de commerce, agissant pour le compte du secteur privé. Ce projet de décret traite de la compétence des conditions de saisine, de la composition, du fonctionnement et de la CNCF. La présidence de la CNCF est placée sous l'autorité du médiateur de la République, qui est l'organe chargé
de trancher les différends entre l'administration et les usagers. La CNCF est un organe de recours amiable intervenant avant la phase contentieuse. La 11e question est relative à un projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 179/en 2017, 7e législature, portant redevance de l'ODEPIC. Dans le cadre de ce projet, l'Office djiboutien pour la protection de la propriété industrielle et commerciale a procédé à une réduction significative des redevances des immatriculations au registre du commerce et des sociétés pour promouvoir l'entrepreneuriat et le développement du secteur privé. La 12e question est relative à un projet de décret portant modification de l'article 2 du décret numéro 2017-142 ministère de l'Habitat du 16 avril 2017 définissant les compétences et les expériences requises pour la conception des plans architecturaux, la réalisation des plans de structure et la supervision des travaux de construction. L'objectif de ce décret est de formaliser, de clarifier et de réglementer les compétences et expériences requises pour la conception des plans architecturaux, pour la réalisation des plans de structure et pour la supervision des travaux de construction. Dans ce décret, il s'agit d'élever le niveau requis de qualification pour exercer les activités de conception des plans architecturaux, de réaliser des plans de structure et de supervision des travaux de construction à 4 ans. La 13e question concerne un projet de loi modifiant le Code général des impôts. Le projet porte sur la modification des articles 499 et 501 du Code général des impôts relatifs aux droits d'enregistrement des mutations immobilières, et plus particulièrement sur les transactions entre un particulier et une société d'une part, et entre les deux sociétés d'autre part. Cette mesure ne concerne plus seulement les transferts de propriété pour les sociétés, mais porte également sur toutes les mutations immobilières, les ventes aux enchères des biens de succession, les contrats de partage ou d'échange en matière immobilière. Toutes les mutations réputées immobilières à titre onéreux seront désormais enregistrées au taux de 3%. Les droits de mutation passent de 12% à 5%. La 14e question concerne un projet de décret portant affectation de l'ambassadeur Yassine Elmi Bouh auprès de notre ambassade à Nairobi. L'ambassadeur Yassine Elmi a toutes les compétences et les qualités professionnelles pour assumer cette responsabilité au service de notre pays. La 15e question concerne l'adoption d'un nouveau code civil. Ce code est le socle de la législation civile. C'est un code adapté aux besoins du peuple et assure la sécurité juridique que tous attendent de la législation. La règle en place doit être gardée. En revanche, chaque fois que des améliorations sont possibles, il convient de les réaliser. Ce code est composé de 3 livres. Un premier livre conservant les règles d'application des lois, un deuxième livre qui présente les règles qui s'appliquent aux biens, et un troisième livre qui présente et organise tous les modes de circulation des richesses. La 16e question est relative à un code de procédure civile. Les dispositions générales de ce projet de loi sont un premier livre sur l'organisation juridictionnelle, un deuxième livre sur les principes fondamentaux de procédure, un troisième livre sur les règles communes à toutes les juridictions. La 16e question est relative à un projet de loi concernant la mise à niveau du Code de commerce. L'objectif recherché est d'instaurer un environnement propice à la pérennité des entreprises au vu du développement de notre pays. Sur l'insolvabilité, il y aura l'introduction d'un mécanisme permettant aux créanciers d'être classifiés et priorisés en classe en fonction de la créance. L'introduction de l'accord du comité des créanciers et l'introduction, entre autres, d'un mécanisme permettant à un créancier d'accéder aux informations financières du débiteur. Ce projet de texte traite également des actionnaires minoritaires, de la fiabilité de garantie et des sûretés mobilières. La 17e question concerne un projet de décret portant nomination de cadre auprès du ministère de la Santé. M. Moussa Ibrahim Sougué est nommé directeur général de l'hôpital Mohamed Issa Cheikhou en remplacement numérique du défunt Dr Hussein Ahmed Kedi. Mme Noura Abdi Farah est nommée directrice des programmes de santé priorité en remplacement numérique de Mme Fatouma Ali Abdallah, appelée à d'autres fonctions. Mme Fatouma Ali Abdallah est quant à elle nommée directrice des études de la planification et de la coopération internationale en remplacement numérique de Mme Noura
Abdi Farah. M. Nouh Saïd Ouaïs est quant à lui nommé directeur des ressources humaines au ministère de la Santé en remplacement numérique de Mme Ebas Mouna Moussa Mohamed. M. Youssouf Geddi Giré est nommé conseiller technique du ministre de la Santé pour les affaires arabes. Autre actualité de ce 22h, le président de la République poursuit la série d'importantes réunions avec ses ministres et les principaux responsables de l'administration. Le chef de l'État, Ismaël Marguelé, a poursuivi aujourd'hui, dans l'après-midi, au palais présidentiel, les réunions de travail entamées hier avec la haute administration nationale et censées déboucher sur la réalisation des meilleures prestations de services pour les publics djiboutiens. Il s'agit d'une série de réunions dont le but final n'est pas d'établir des constats nouveaux. Ces réunions donc en valeur de discussion cruciale qui visent à entériner au sein de la haute administration des comportements et des codes éthiques de travail régis par le rigueur, le rendement et le dépassement de soi. Avec ces réunions, il n'est plus question pour le chef de l'État de fixer de nouveaux caps. Il n'est plus question également aussi de redéfinir des stratégies au développement. Il est plutôt question d'interrogation en profondeur sur les obstacles de réalisation des objectifs du pays. Au cours d'une allocution faite au début de la séance de travail qui eut aujourd'hui avec l'ensemble des ministres et aux responsables administratifs qui collaborent autour de la problématique de l'urbanisme à Djibouti, le président de la République a requis le principe d'une plus grande coordination. Nous devons davantage réfléchir à comment satisfaire le peuple qui nous fait confiance, a-t-il indiqué le chef de l'État, que je vous propose de le suivre. Deuxième réunion avec les membres du gouvernement et un certain nombre de collaborateurs va continuer aujourd'hui aussi pour un certain nombre de mises au point. Un certain nombre de mises au point sur notre politique et sur notre plan du gouvernement et sur notre façon de servir le peuple djiboutien qui nous a fait confiance. Si rendre à notre peuple ne doit pas souffrir de la bureaucratie, ne doit pas souffrir des égos d'un certain nombre de nos fonctionnaires et de nos politiques. Il est important, sous la conduite du Premier ministre et de moi-même, de faire de temps en temps une mise au point, d'étudier le parcours que nous avons fait et de voir si nous sommes sur la trajectoire de notre développement et si nous répondons à l'appel ou aux besoins de nos concitoyens. C'est bien pour cette raison que j'ai demandé à ce que je puisse diriger certains travaux de notre gouvernement et de ses collaborateurs pour recentrer les missions qui sont les vôtres, pour voir mieux, plus clair, de nous débarrasser des querelles intestines entre les responsables de chaque département. Il y a des missions transversales, il y a des missions qui se chevauchent et des responsabilités qui sont partagées ou qui sont restées, si vous voulez, à l'état primaire, si je peux dire, et qui doivent être remis à leur place, que chacun réponde de ses actes et revienne sur ce qu'il a fait et ce qu'il doit faire et avec qui il doit faire. Aujourd'hui, nous parlons de l'urbanisation dans toutes ses composantes, sécuritaire, sociale, administrative, économique, et revoir chacun d'entre nous comment nous devons répondre aux besoins de nos concitoyens.
Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, qui a pris part comme hier aux travaux de cette réunion, a quant à lui été donc chargé de coordonner l'ensemble des départements engagés dans cette problématique. Il s'est exprimé au micro de notre consoeur peu après cette réunion. D'abord, le président a insisté, il l'a dit à plusieurs reprises, il fallait servir la population djiboutienne. Servir le peuple ne doit pas souffrir d'aucune bureaucratie. Ça, c'est l'essentiel de son message. Cet après-midi, nous avons discuté sur l'urbanisation, c'est-à-dire l'aménagement du territoire, à savoir comment les gens, les routes, comment les logements devront être construits, comment les espaces de l'urbanisation dans tous ces états. La question primordiale qui revenait chaque fois, c'est de dire à la population djiboutienne et surtout aux différents ministères qui sont concernés, le ministère de l'urbanisme, le ministère de logement et le ministère de l'énergie, le ministère de l'agriculture qui est chargé de l'assainissement et de l'eau. Tous ces départements ministériels doivent travailler de concert pour que la population djiboutienne puisse avoir un service de qualité et avoir une ville propre, une capitale digne de son nom. Deuxièmement, le président aussi a appelé à la responsabilité de chacun pour appliquer, respecter, afin que nous puissions construire ensemble un modèle de développement urbain, durable, adapté, réaliste et pragmatique. Je le cite. C'est très important pour nous à ce que chaque département concerné puisse travailler en concertation et en commun pour qu'il n'y ait plus de gens qui se disputent sur les espaces ou sur les terrains et surtout ne pas occuper les espaces publics qui ne sont pas destinés à la construction de logements mais qui sont destinés à d'autres fins. Samatar Saïd est avec nous donc sur ce plateau pour nous en parler plus de cette réunion qui a été donc tenue cet après-midi par le chef de l'État. Le chef de l'État donc a fait savoir le choix de convier les responsables donc à débattre sur des problématiques. Celle de cet après-midi était liée donc à l'urbanisme, informer tout à chacun de ses attentes. C'était les propos du chef de l'État. Effectivement, Ali. Hier, par exemple, Ali, il était question de développement. Développement, pourquoi? Et dans quelle finalité? C'est dans l'objectif où les retombées de ce développement soient profitables à la population. C'est dans ce sens que le développement vient en tête et qu'aujourd'hui, il a été suivi de la question du social, en premier desquels figurent les logements et l'urbanisme. Le besoin primordial allié de la population soit avant tout d'abord le logement dans un environnement viabilisé avec un réseau électrifié, un réseau routier et un réseau d'eau potable. Donc c'est un vaste domaine allié qui regroupe plusieurs entités qui doivent obligatoirement coordonner leurs efforts afin qu'il y ait un total synergie. C'est pour cela que le chef de l'État a fait remarquer que cette demande le principe d'une plus grande coordination et même plus alliée. Puis le chef de l'État a parlé de cogestion en précisant que chacun doit veiller à mieux coordonner avec son partenaire. Il y a donc lieu d'avoir la série de réunions entamées ces jours-ci autour du président de la République comme illustration d'une volonté plus raffermie d'États qui souhaitent assigner ses principaux commis à un devoir de résultats dans leurs missions respectives. Ali. Merci Samatar pour ces explications. Autre actualité de ce 22h, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a reçu ce matin dans son cabinet l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Djibouti, Larry André. Les deux responsables ont évoqué les relations d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays et les deux peuples. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a souhaité la bienvenue au nouveau ambassadeur des États-Unis qui va travailler pour une Djibouti. Il lui a assuré son soutien sur tous les plans. Le président a aussi remercié les États-Unis d'Amérique pour son soutien à la République de Djibouti. Pour sa part, le nouveau ambassadeur a remercié le président de l'Assemblée nationale pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Après l'entrevue, le président de l'Assemblée nationale a fait visiter son hôte les différents lieux de l'Assemblée, à savoir la salle de commission 1 et 2 et l'hémicycle et toute la constitution de l'Assemblée.
Le président de l'Assemblée nationale a procédé ce matin également au lancement d'un atelier d'information parlementaire. Cet atelier se tient dans l'hémicycle national de l'Assemblée nationale. L'objectif est d'informer surtout aux nouveaux membres les fonctionnements de l'hémicycle. L'atelier d'information est dispensé donc par les membres du bureau de la direction de l'Assemblée. Il est aussi nécessaire pour les nouveaux parlementaires de comprendre ces nouveaux fonctionnements et les nouveaux matériels de l'hémicycle. Dans son allocution, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a souhaité donc la bienvenue aux nouveaux et a déclaré ouvert l'atelier d'information pour les nouveaux parlementaires. Je vous propose de suivre le président de l'Assemblée. Permettez-moi de vous dire que c'est un grand honneur pour moi de lancer les travaux d'ouverture du premier séminaire d'information des parlementaires de la 8e législature. Les travaux du séminaire atelier organisé sous la thématique « Le travail parlementaire » est une coutume dans notre maison. Chers collègues, en amont, je voudrais vous remercier d'avoir répondu présent à cette activité. Ceci constitue sans aucun doute le témoignage éloquent de l'importance que vous accordez à la mission que le peuple vous a fièrement confiée, c'est-à-dire traduire dignement sa volonté et défendre au mieux ses intérêts. Votre présence ici témoigne de notre intérêt commun pour le partage de nos expériences et la promotion de la démocratie du travail parlementaire. Cette formation a notamment comme objectif de faciliter l'échange sur nos façons de faire tout en permettant d'acquérir des notions qui peuvent être mises en œuvre à l'intérieur de vos commissions respectives. Le but ne sera pas de vous initier aux mécanismes des lois. Les compétences juridiques, vous pouvez les acquérir vite s'ils ne le sont pas déjà. Concrètement, cette information permettra à tous les membres de la nouvelle majorité et de l'opposition de se connaître, de connaître leur nouvel environnement de travail, mais également de commencer à s'acquérir, d'apprendre les rythmes du travail parlementaire. Comptant sur votre assiduité et ayant foi en votre engagement et votre détermination, je déclare sur ce les travaux d'atelier ouverts. Et voilà qui nous ramène de parler de cette signature d'un accord de financement de la géothermie entre le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie Ilyas Moussa Dawale et le directeur général du fonds koweïtien Hicham Ibrahim Al-Warian. Le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie donc a procédé à la signature ce matin dans son cabinet avec le directeur général du fonds koweïtien, monsieur Hicham Al-Wariani, dédié au financement du projet de construction d'une centrale d'électricité géothermique au lac Assal. Lors de la signature, l'on a noté la participation de l'ambassadeur du Koweït à Djibouti, le conseiller du président Mohamed Sikié, la secrétaire générale du ministère de l'économie Mariam Hamadou et de l'adjoint de l'EDD Aboubakar Hassan Guesso. Ce projet porte sur le financement donc d'une centrale géothermique d'une capacité de 15 MW à travers 10 forages géothermiques et donc d'un montant de 8 millions de dinars koweïtiens équivalent à 27 millions de dollars, soit environ 5 milliards de nos francs. Le ministre a rappelé la volonté du président de la République Ismaïl Marguerite qui consiste dans une importance capitale aux énergies renouvelables abondantes à Djibouti. Ce projet est la première phase d'une série d'investissements destinés à promouvoir la transformation socio-économique du pays. Le ministre de l'économie et des finances a déclaré que ce projet découle de la vision Djibouti 2035, notamment dans dimension énergétique. Le président de la République a souhaité réussir l'indépendance énergétique en vue de réaliser une baisse considérable des tarifs et ainsi créer des emplois. C'est ce qu'a indiqué le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie.
Eh bien, cette intervention du ministre de l'économie faite lors de cette signature de l'accord, il a indiqué, donc il a salué, l'engagement des fonds koweïtiens en faveur du développement de la République de Djibouti. Le projet de géothermie a été initié depuis les années 70 et jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous étions seulement à la recherche de la réalisation de ces rêves. On a pu réaliser, malheureusement, pour des raisons indépendantes de la volonté du gouvernement et du président, on a pu le faire. Au jour d'aujourd'hui, le fonds koweïtien nous a rendu cette possibilité en finançant le premier projet de construction d'une usine. Cette fois-ci, on ne parle plus de forage, on parle d'usine de production de l'énergie géothermique, dans centrale géothermique, c'est-à-dire de l'énergie propre et dans l'indépendance pour la République de Djibouti, puisque c'est une énergie valable en abondance en République de Djibouti. Ce financement que je viens de signer au nom de la République porte sur un montant total de 8 millions de dinars, soit 27 millions de dollars. Je tiens ici, au nom du président de la République et de son gouvernement et du peuple de Djibouti, vous présenter nos sincères remerciements et vous prie de bien vouloir transmettre l'amitié, la fraternité et la reconnaissance du peuple et de son président pour Cheikh Sabah, l'émir du Koweït, son gouvernement et également le fonds koweïtien qui a toujours été à nos côtés pour le développement de Djibouti, qu'il soit pour les routes, qu'il soit pour les ports, qu'il soit pour l'énergie, la centrale électrique thermique et aujourd'hui l'énergie renouvelable qui présente la première priorité du président Ismaël Omar Guelleh et de son gouvernement. Encore une fois, merci à mon ami et frère Hicham pour de nous avoir rendu visite et de nous avoir permis de vivre ces moments solennels et historiques ici à Djibouti. Je vous rappelle que cette signature d'accord de financement a été coprésidée par le directeur général de l'Office djiboutien de l'énergie géothermique. Autre actualité également, le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Abdi Sougué, a reçu hier dans l'après-midi une délégation du Conseil national de la communication avec à sa tête le président par intérim Ali Mohamed Dimbiou. La rencontre a eu lieu dans la salle de conférence du ministère. Le Conseil national de communication a rendu son compte rendu final au ministre de la Communication. Ils ont souligné le déroulement des journées de vote et des campagnes de deux dernières élections, à savoir l'élection communale et la dernière élection législative 2018. Le président de la CNC par intérim, Ali Mohamed, a évoqué que tout s'est déroulé dans le sens et en toute sécurité. La CNC va remplir sa mission et continuera à servir la société djiboutienne. De la CNC pendant ces échanges électorales, en amont et en aval. Comme vous le savez, nous avons quand même préparé avec les acteurs, avec les formations politiques, avec les médias, nous avons eu plusieurs réunions, nous avons invité, nous leur avons donné les règles du jeu. Et là aussi, je voudrais aussi saluer aussi la collaboration des médias et des partis politiques qui ont vraiment joué les jeux. Ce qui a fait que notre mission s'est déroulée dans de très très bonnes conditions. D'ailleurs, je crois que les observateurs internationaux ont salué quand même notre mission. Et c'est une première et ça mérite vraiment d'être souligné. Nous avons jugé que ces rapports quand même, les recommandations et les constats de ces rapports, si vous voulez, dépassaient les cadres du simple période électorale. Et c'est à dessein donc que nous avons voulu un tout petit peu décaler la présentation de ces rapports pour qu'on n'identifie pas uniquement les recommandations de ces rapports uniquement à la période électorale. Et pour sa part, le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Abdi Sougué, a indiqué que l'initiative de la création de la CNC est une idée du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Il a par ailleurs salué l'excellence du travail que la CNC a fait durant les périodes de campagne. Il a remercié aussi la radio-télévision de Djibouti, en particulier les journalistes qui se sont motivés à fond pour donner les meilleurs. Au début de la formation de cette commission, à la première réunion, je disais que la commission
est constitué par une équipe pleine d'expérience. Et vous avez fait déjà vos preuves, aussi bien dans les élections communales et régionales qu'aux dernières élections législatives. Ainsi, c'est grâce à l'initiative du président de la République que cette commission a pu avoir ou bien a pu exister. L'exécutif a proposé au Parlement cette loi il y a déjà des années de cela. Et lors des dernières élections législatives, les observateurs internationaux, les partis politiques djiboutiens ont pu constater l'utilité que cette commission a pu introduire dans le cadre de la transparence des élections. C'est vrai, c'était quelque chose de nouveau, mais qui a été manœuvré, mis en œuvre par des gens qui ne sont pas nouveaux dans l'audiovisuel ni dans la communication. Ainsi, je félicite encore une fois la commission, les membres, la radio-télévision Djibouti qui n'a pas épargné ses efforts pour la couverture médiatique aussi bien dans la capitale que dans la région, la direction de la publication des journaux Al-Qarn et La Nation qui étaient partout présents, bien que les moyens en transport étaient limités, mais ils ont fait un travail remarquable. Je me félicite du travail qui a été fourni par l'ensemble des journalistes djiboutiens. La maire de la ville de Djibouti a présidé ce matin au Palais du Peuple la cérémonie de clôture d'une formation sur l'amélioration de la gouvernance des problématiques liées à l'eau et à l'assainissement. Cette formation a été organisée donc par la mairie de Djibouti et bien au profit des élus et des responsables des collectivités territoriales en partenariat avec l'AFD, l'Agence française de développement et l'Union européenne ainsi que l'ONEAD, l'Office national de l'eau, de l'assainissement de Djibouti avec le financement de l'Association internationale des maires francophones. La cérémonie de clôture a vu la participation notamment du directeur de l'INAP, la représentante de l'UE mais aussi les conseillers municipaux de la commune de Boulaos et Balbala. L'objectif de cette formation a été de sensibiliser et renforcer des capacités des élus sur la gouvernance des problématiques liées à l'eau et à l'assainissement, c'est ce qu'a indiqué le maire de la ville de Djibouti, Mme Fatouma Awad Ousmane. Que la gestion des eaux usées et l'assainissement est un défi qui doit être réfléchi, discuté et traité de manière significative et collégiale pour trouver des solutions de long terme. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité hors de nos frontières. L'Union européenne et la Turquie, je vous le disais en titre, autour de la table, mais pas d'avancée concrète, n'est-ce pas, Fardous? Effectivement, Ali, les relations sont plus couleuses entre la Turquie et l'Union européenne. Depuis plusieurs mois, les dirigeants de l'Union européenne, le président turc, devaient donc faire le point sur leurs relations lors d'une rencontre à Varna, en Bulgarie. Mais cette virée sur la rive de la mer Noire ne semble pas avoir relancé l'idylle entre les deux partenaires. Si Ankara a multiplié ces derniers mois les signaux d'apaisement envers certains pays européens, dont l'Allemagne, en libérant par exemple des journalistes écroués, l'Union européenne continue par ailleurs de s'inquiéter au sujet de purges en Turquie. Plus de 55 000 personnes, dont des opposants, des journalistes, ont été incarcérés et 160 000 limogés ou suspendus. Et cet incendie dans un centre commercial en Russie, le président Vladimir Poutine dénonce une négligence criminelle. Eh bien, Ali, au sujet de cette catastrophe qui a fait au moins 64 morts selon le bilan dressé par les autorités et causé une vive émotion dans le pays. Pourquoi? À cause d'une négligence criminelle, d'un laisser-aller, a déploré le président russe. La commission d'enquête a également annoncé avoir relevé de multiples infractions donc graves aux normes de construction et d'utilisation du complexe.
Et Israël, Fardous, accélère les formalités pour l'ambassade US à Jérusalem. Eh bien, donc, les autorités israéliennes ont accéléré les formalités concernant, donc, pour permettre l'ouverture de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, comme prévu le 14 mai, jour du 70e anniversaire de la proclamation de l'État d'Israël. Les services de représentation diplomatique seront dans un premier temps accueillis dans des bureaux de la section consulaire installée dans le quartier d'Arnona, dans le sud de la ville. La construction d'une nouvelle ambassade pourrait prendre des années. En décembre dernier, le président américain Donald Trump a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël, rompant avec la ligne observée depuis des décennies par ses prédécesseurs. Sport, donc, avec le mondial 2018, le sélectionneur de bleu, donc Didier Deschamps, a indiqué que la défense serait son chantier prioritaire pour ces mondiales 2018. Tout à fait, donc la courte défaite concédée par les Bleus face à la Colombie vendredi dernier, 2-3, donc qui a mis donc en lumière les errements d'une défense toujours en chantier à moins de 3 mois du mondial. Centraux et latéraux peinent à convaincre. L'analyse du sélectionneur Didier Deschamps n'avait souffert d'aucune équivoque. 4 jours plus tard, face à la Russie à Saint-Pétersbourg, Bleus vont tenter donc d'atténuer quelque peu l'immense déception née de leur deuxième mi-temps catastrophique face aux Cafeteros. Les chiffres sont incontestables. Si l'année 2017, la défense française a systématiquement concédé au moins 2 buts chaque fois qu'elle était confrontée à des adversaires également donc mondialistes, l'Espagne 2-0, la Suède 2-1, l'Angleterre 3-2 pour les Bleus, l'Allemagne 2 buts partout, la Colombie 2-3 ont successivement profité à latéralement des éléments défensifs alignés par Deschamps. Et nous terminons avec cette information au Bruxelles avec des centaines de taxis qui protestent contre Uber. Eh bien donc des centaines de taxis ont provoqué ce matin des opérations escargots et autour de Bruxelles pour protester contre un projet de réforme du gouvernement régional jugé favorable au service de voitures avec chauffeurs de type Uber. Les chauffeurs répondant à l'appel de la Fédération belge de taxi dénoncent un projet de réforme visant à délivrer des licences de taxi non plus à des sociétés prioritaires de véhicules mais directement à des chauffeurs. Environ 70% des 110 000 chauffeurs de taxi bruxellois sont des salariés d'après cet organisme. Merci Fardous Hussein pour ces explications et merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.